Mesdames et messieurs, bonjour à tous. En ce début d'après-midi, nous attendons la venue du Premier ministre, M. Manuel Valls, qui vient de se poser à Villacoublay en retour d'un déplacement et va nous rejoindre dans quelques instants. Donc nous allons commencer nos travaux. En attendant, nous voici donc arrivés au terme de ces travaux, dont la teneur va vous être restituée dans quelques instants par nos éminents modérateurs, Laurence Tubiana, Jean-Marc Hoffner et Marc Mortureux, que je remercie très chaleureusement pour leur engagement. Si j'avais envie de résumer ces 2 journées de travail intenses et vraiment à la fois très agréables et très productives, je dirais que nous venons de vivre une formidable accélération de la cause de l'environnement. Et cette formidable accélération, vous venez d'en faire la démonstration. Elle est due à la qualité, à l'efficacité du dialogue environnemental, mais aussi au travail que vous avez bien voulu préparer, auquel vous êtes nombreux à avoir participé dans toutes ces réunions tenues en amont de cette conférence environnementale dans le cadre des commissions spécialisées du Conseil national de la transition écologique. Nous avons aussi, je crois, il faut le dire, bénéficié des travaux du Parlement, à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui se sont penchés sur la loi de transition énergétique. Et donc, la représentation nationale a aussi beaucoup nourri directement et indirectement les travaux et les réflexions de cette conférence environnementale. Je voudrais rendre hommage aussi aux territoires, parce qu'on voit monter la préoccupation environnementale dans des territoires qui souvent d'ailleurs sont en avance sur le niveau national. Vous savez, ça a toujours été ma conception et ma vision des choses que de voir au fond sur l'ensemble des territoires des citoyens, des associations, des filières économiques souvent être en avance sur le niveau national. Et j'ai toujours veillé à ce que ces créations citoyennes, ces créations de la société civile viennent irriguer le travail législatif, l'œuvre législative, et puisse servir aussi de généralisation des bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire. Parce que la transition écologique et la transition énergétique, elle sera puissante, elle sera déterminée, elle sera active que si tout le monde s'en saisit, indépendamment des impulsions que nous pouvons donner au niveau national, qui malgré tout sont tout à fait cruciales. Et aujourd'hui, nous redonnons une nouvelle impulsion à la cause de l'environnement. Je tiens donc à vous remercier chaleureusement pour votre engagement, à la fois pour la qualité des débats, pour le haut niveau d'expertise mobilisé par les parties prenantes, pour la capacité de chacun aussi à faire des compromis et à nous donner donc à l'issue de ces 2 journées, grâce à cette expérience, à cette qualité, à cette force du dialogue environnemental, des documents qui, au sortir de cette conférence, sont des documents extrêmement denses, dont la plupart des considérations qui avaient été laissées entre crochets, c'est-à-dire soumises à la discussion de ces 2 journées du dialogue environnemental, au même titre qu'il y a des discussions dans les conférences sociales. Nous avons bien suivi cette dynamique de confrontation, de discussion, d'émergence de convergence, d'émergence de compromis, je crois, qui nous permettent de continuer d'agir et d'avancer ensemble. Nous avons donc des documents extrêmement denses qui vont nourrir la feuille de route opérationnelle pour 2015, après un travail complémentaire gouvernemental, des arbitrages interministériels. Et donc, en début d'année, nous serons opérationnels pour tenir les engagements qui seront pris à l'issue de ces travaux. Cette qualité, le dialogue environnemental vous le doit. Il le doit aussi aux experts qui sont venus éclairer les enjeux des tables rondes et notamment aussi tous ceux qui ont participé à la séance d'ouverture. 14 ministres auront participé à cette conférence environnementale. Cela témoigne de l'importance donnée par le gouvernement à ce rendez-vous annuel. Cela prouve aussi et surtout que la transition écologique est vraiment un sujet horizontal. Le dialogue ne s'arrête pas, vous le savez, aux portes de la conférence environnementale, mais celle-ci, je le répète, est quand même un moment extrêmement fort. Et la directrice de l'Organisation mondiale de la santé faisait remarquer hier que, après avoir assisté à la conférence environnementale, elle a d'ailleurs aussi participé à la table ronde sur la santé, elle faisait observer que ça n'existe nulle part ailleurs dans les pays qu'elle a visités. Nulle part ailleurs, elle n'a vu une force de représentativité comme celle-ci dans la diversité
On a à la fois les chefs d'entreprise, les organisations syndicales, les ONG, les experts, les parlementaires de droite et de gauche. Bref, la diversité des opinions, la diversité des expertises, la diversité des points de vue, la diversité des convictions qui se trouvent rassemblées avec une forte présence ministérielle, plus l'ouverture par le président de la République, la clôture par le Premier ministre. Donc on sent qu'il y a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un moment très fort d'accélération. Reconnaissons aussi que l'on doit ce mouvement très fort d'accélération à l'engagement du mouvement associatif, auquel je veux une nouvelle fois rendre hommage. Toutes ces ONG qui souvent sont engagées depuis des années et des années dans les combats écologiques et dans les combats environnementaux, qui ont longtemps d'ailleurs souvent crié dans le désert, qui se sont longtemps fait marginaliser, parfois mépriser, et qui aujourd'hui voient reconnaître le bien fondé de leurs engagements. C'est parfois même un peu frustrant. Parce qu'on se dit, certains se disent, moi-même je me le dis parfois même pour les combats que j'ai pu mener sur le terrain, et donc je comprends le point de vue des ONG, parfois se disent qu'il faut, voilà, que parfois elles se sont battues dans le désert, et puis aujourd'hui ça apparaît comme des évidences. Eh bien tant mieux. Plus nous serons nombreux, plus les uns et les autres seront nombreux pour rejoindre la conviction environnementale et le combat pour le climat, eh bien plus ce sera efficace et plus nous pourrons remplir nos responsabilités aujourd'hui, au temps où nous vivons, au temps où nous sommes, nos responsabilités dans la perspective de la conférence climat pour que là, nous puissions être des forces d'entraînement, non seulement dans notre pays, mais aussi à l'échelon européen et à l'échelon mondial. Car c'est cette échéance-là aussi du mois de décembre prochain dans la conférence climat, je crois aussi, qui nous a galvanisés, qui nous a forcés peut-être à aller au-delà des certitudes que nous avions, au-delà des sensibilités qui sont celles des uns et des autres, pour pouvoir construire des compromis durables, des compromis exigeants. Et je voulais vous dire que le gouvernement sera à la hauteur de l'engagement qui a été le vôtre dans ces réunions, sera à la hauteur des exigences, sera à la hauteur de votre expertise, de vos savoir-faire, de vos combats. La barre est mise très très haut et c'est tant mieux. Nous serons à la hauteur de ce moment d'accélération auquel vous avez participé et soyez-en chaleureusement remerciés. Et je passe la parole à Laurence Tubiana. Voilà, je vais passer la parole à Laurence Tubiana et je vais accueillir le Premier ministre. Merci, Madame la Ministre. Je vais donc essayer de résumer, sans les trahir, les travaux de cette table ronde numéro 1 qui se consacrait à la conférence Paris Climat et à la biodiversité. Pour vous dire, tout d'abord, vous savez, je ne suis pas tout à fait nouvelle dans ces débats et la plupart d'entre vous m'ont vu dans ce rôle de rapporteur ou de synthèse. Et j'ai été frappée en lisant la feuille de route et en entendant les débats très détendus de ces 2 derniers jours, de la mobilisation exceptionnelle sur ce sujet du dérèglement climatique, de la lutte contre le changement climatique, intégrée à la vision environnementale. Et du coup, peut-être que c'est ce qu'il y a de plus remarquable. Il y a bien sûr des choses, des avancées, des propositions qui vont nourrir ce qui finalement va être la contribution nationale française à la COP21. Vous savez que chaque pays doit faire ses propositions d'action l'année prochaine. Et nous avons là, avec certainement ce qu'il faudra compléter d'ici le mois de janvier, de quoi vraiment faire, de quoi mobiliser toutes les parties prenantes pour faire cette fameuse contribution nationale pour que nous soyons aussi à la hauteur des pays que nous accueillerons en décembre 2015. Alors, il y avait plusieurs grands objectifs, 4 grands objectifs de ces travaux. Et le premier, bien sûr, peut-être le plus central, accélérer la transition française vers une économie verte, vers une économie sobre en carbone. Et évidemment, bien sûr, c'est la poursuite de l'effort fait sur la mise au point et la présentation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et en particulier avec le point fort qui sera la définition des budgets carbone et qui vont être un peu le rythme
à laquelle la France pense décarboner son économie à la fois d'ici 2030 en s'inscrivant dans le paquet européen et au-delà avec les prochains budgets carbone après cette période. Et donc, mais ça, vous le savez pour ceux qui ont participé de très près à ce débat pour produire cette loi de la transition énergétique. Il y a aussi, et cela a été relevé dans les travaux, les plans des collectivités territoriales à travers les plans climat, air, énergie territoriaux qui vont être un élément extrêmement important de la mise en œuvre de cette loi, mais aussi de la projection des territoires dans leur avenir. Dans cette vision, je dis souvent les résultats de la conférence des partis à Paris 2015, le 12 décembre, ça doit être la conviction partagée que l'économie sobre en carbone, elle est sur les rails. Elle est lancée. C'est l'objectif commun. Et à travers à la fois l'effort français, avec ses budgets carbone, l'effort des collectivités locales pour se projeter dans l'avenir vers une économie sobre en carbone, c'est exactement ce qu'il faut comme signal, je crois, pour tous, les citoyens, les acteurs économiques, tous ceux qui préparent cet avenir de la France. Ensuite, il y a eu quelque chose d'intéressant aussi dans ce premier débat, l'idée qu'il fallait que la conférence sociale de 2015, comme beaucoup d'événements de l'année prochaine, fasse aussi la place à cette question du dérèglement climatique et de la lutte, la promotion de l'économie sobre en carbone. Et je crois qu'on ne peut que se réjouir si le dialogue social introduit dans ses instances représentatives le débat sur l'environnement et le climat, ce sera excellent. Moi, j'ai été frappée aussi de l'importance, et je salue tous les partenaires du milieu agricole, d'avoir mis en discussion avec les parties prenantes de ce Conseil national de la transition écologique, d'avoir mis l'agroécologie, les efforts sur les bioproduits, sur les bioénergies au centre de leur contribution. Et de fait, l'idée d'avoir un label carbone agricole, forestier, dont évidemment les modalités doivent être débattues par les parties prenantes, me paraît quelque chose de très prometteur, très nouveau. On voit le secteur agricole, le secteur de la forêt, le secteur du bois, pleinement engagés dans cette transition et voulant montrer d'ailleurs la contribution positive. Je les salue, ce n'est pas toujours facile pour ce secteur. Les émissions du secteur agricole sont difficiles à réduire. C'est une transformation aussi des modèles productifs. Et je trouve que là, les propositions qui sont sur la table doivent être vraiment saluées. D'ailleurs, beaucoup ont insisté sur le bois, le rôle du bois et des forêts en France, que ce soit pour la construction, l'usage, la biomasse. On a là, je crois, de nourrir un avenir pour la forêt française dans ces propositions. De même, un effort sur les questions de méthanisation agricole, des biodéchets, faire que le secteur agricole lui-même devienne un producteur d'énergie. Bon, c'était déjà un peu dans les tuyaux et là, c'est réaffirmé de façon tout à fait importante. Donc, toujours dans cette économie sobre en carbone, je salue l'arrivée de notre Premier ministre. Et donc, je vais aussi, peut-être, on avait soigneusement chorégraphié que je faisais un peu traîner voilà, mais on a quand même encore deux autres exposants. Garantir l'exemplarité de l'État. Et là, c'est vrai que les politiques d'achat public, se dire qu'à travers l'achat public, on introduit des changements de comportement, on introduit de nouvelles normes, et c'est évidemment très important. Notamment en matière de transition énergétique, des flottes, etc. On sait le capacité de mobilisation des flottes collectives, notamment sur les véhicules électriques. On a là un outil qu'il faut utiliser à plein. Et particulièrement aussi l'objectif zéro déforestation pour les achats de matières premières agricoles et à base de bois pour l'État exemplaire sera une dimension forte de l'action de l'État. C'est aussi d'ailleurs une des composantes, bien sûr, de l'organisation du Bourget à Paris. On doit être exemplaire aussi dans l'organisation de cet événement. Même le football a droit dans les conclusions avec la Coupe Euro 2016, à son exemplarité écologique. Et plus généralement, l'idée on tombe en plein dans le débat européen ici, l'idée qu'il faut nourrir des instruments financiers nouveaux pour que cette économie sobre en carbone, qui se heurte souvent d'ailleurs à un problème d'investissement tout simplement, trouve des moyens financiers à la hauteur des besoins.
Principalement, c'est pour rediriger les capitaux privés vers ces investissements sobres en carbone, bas carbone, diversifier aussi les sources de financement des mesures d'adaptation, notamment à travers la construction d'infrastructures écologiques résilientes. C'est l'enjeu de toutes ces mesures. Alors, avec des véhicules financiers innovants, on voit surgir et se multiplier, c'est très bien, les obligations vertes, l'idée qu'on va titriser des prêts verts pour élargir la base de financement. Mais c'est aussi, pour la France, l'idée de faire passer dans les milieux financiers eux-mêmes l'idée que d'une part, il y a un risque climatique qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a des menaces sur les activités économiques qui sont liées à ces risques climatiques et qu'il faut que les agences de notation commencent à comprendre ce risque pour le mesurer et en mesurer, je dirais, le coût économique. Ce qui permettra, en contrepartie, de montrer que les activités de réduction des émissions sont la garantie la plus sûre pour se protéger contre ce risque. De même, on va en proposition mécanisme de financement européen dédié à la biodiversité et au changement climatique, en particulier d'ailleurs pour les régions ultra-périphériques et les pays et les territoires d'outre-mer. Et bien sûr, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République hier matin, l'idée que dans le plan européen d'investissement, une priorité très importante soit donnée à la croissance verte et à l'économie sobre en carbone. On va, et c'est très bien, relancer, développer les attributions du comité pour la fiscalité écologique pour que l'ensemble des outils économiques soient au service de cette transition et ces travaux reprendront bien avant la fin de l'année. Enfin, aussi l'idée que la France doit conserver le rôle actif qu'elle a eu lorsque le paquet européen a été négocié en octobre, en proposant que dès 2017, on active la réserve de stabilité du marché de quotas d'émissions pour que ce marché serve vraiment à quelque chose dans l'orientation des investissements. Promouvoir les emplois, accélérer la transition professionnelle grâce notamment à la formation. Cet aspect de formation a couru tout au long de nos travaux, en particulier d'abord par la formation professionnelle, mais aussi l'intégration dans tous les programmes de formation, de l'école primaire à l'école secondaire en passant par les établissements d'enseignement supérieur, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, les architectes, l'idée que le climat, l'environnement devait faire partie du cursus normal. Et je crois que les différents ministres qui se sont succédés, qui ont participé à nos discussions, l'ont rappelé chacun avec leurs outils. Et je crois que nous allons voir se développer cela beaucoup dès l'année prochaine. Donc, de même façon, aider les petites et les très petites entreprises à intégrer ces éléments d'information dans leur pratique, mais aussi dans leur contact avec leurs clients. Consommation durable, l'idée qu'il faut réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une consommation durable, à la fois dans notre consommation matérielle, mais aussi alimentaire, à travers le programme national pour l'alimentation, parce qu'il n'y a pas de perspective d'économie sobre en carbone si nous gaspillons la nourriture, si nous ne faisons pas attention au lien entre l'environnement, la nutrition et la santé. Grand objectif numéro 2, la stratégie d'adaptation nationale. D'abord parce que sur le territoire français, le changement climatique frappe déjà, qu'il faut que nous ayons des réponses construites d'adaptation et qu'il faut qu'en même temps, les citoyens français qui sont les plus exposés, notamment ceux qui vivent sur les côtes, aient les informations nécessaires, comprennent ce qu'ils risquent et la manière aussi dont il faut certainement modifier les plans d'occupation des sols, les projets de développement et d'investissement, mais aussi les pratiques quotidiennes. Et l'idée que ce suivi des effets du changement climatique doit être mis à la portée de tous est extrêmement important parce que sinon on a des résistances, des incompréhensions des citoyens vis-à-vis de telle ou telle politique de l'État. Et en particulier, le trait de côte, ces fameux problèmes de gestion du littoral, et un comité national du suivi du trait de côte va être mis en œuvre et élaborera sa feuille de route dès 2015. Alors, par ailleurs, on voit que notamment dans l'outre-mer, la constitution de corridors écologiques, développer les énergies renouvelables, protéger les récifs coralliens, tout ça, cela fait partie de notre lutte contre le changement climatique et aussi de l'adaptation. Alors, de surcroît,
l'idée que dans notre système d'éducation, il faut faire cette bascule, que ce ne soit pas une petite partie de l'enseignement, mais une partie importante, et que notamment l'information scientifique et technique soit présente dans ces actions de formation. Ensuite, nous avons réfléchi sur le renforcement de l'action internationale de la France face au dérèglement climatique, à la fois à travers l'aide au développement, car la France a, une des premières, institué une règle où son aide au développement, à travers l'Agence française de développement, consacre la moitié de ses investissements ou de ses prêts à l'effort du changement climatique. Et nous y sommes, encore une fois, bien arrivés cette année en 2014. Et de fait, et par la suite, l'idée que le financement du Fonds de solidarité pour le développement, à partir du produit de la taxe sur les transactions financières, à hauteur de 160 millions d'euros en 2016 et de 190 en 2017, seront aussi consacrés de façon importante à la lutte contre le changement climatique. Et la France plaidera, comme toujours, à l'idée d'une taxe ambitieuse sur les transactions financières au sein de Ecofin, toujours avec l'idée qu'une partie du revenu de ces taxes devrait aller à lutter contre ce fléau commun. Ensuite, mais c'est peut-être la chose la plus frappante, me semble-t-il, de ce que j'ai retenu de ces débats, c'est l'idée que c'était l'éducation et l'information qui allaient faire la différence, en créant la solidarité, la compréhension nationale autour de ces objectifs. Et je crois que c'est peut-être ça qui transparaît à travers toutes ces mesures. Évidemment, la mesure phare, c'était proposé par la feuille de route, et cela a été surtout annoncé par le président de la République, était l'idée de renoncer au soutien aux exportations de toutes les structures, enfin les centrales de production d'électricité à base de charbon non équipées, ce que donc le président de la République a annoncé hier matin, à la suppression de tous les crédits export. Et la recherche évidemment d'un accord multilatéral au sein de l'OCDE pour que nous ne soyons pas seuls à être les plus vertueux. Alors, dans la sensibilisation, qui était notre dernier objectif, et la mobilisation citoyenne, nous avons demandé et proposé que la lutte contre le changement climatique soit désignée grande cause nationale 2015 et que dans tous les événements nationaux, congrès, événements et autres, le prisme climat soit présent dans toutes ses composantes. La France, l'Allemagne et l'Autriche ont décidé de coordonner leur semaine nationale de développement durable et avec pour centre le climat. Nous aurons au Salon international de l'agriculture une manifestation sur le climat. Donc, de ce point de vue des événements, il y en a beaucoup, ils seront listés en annexe de cette feuille de route. Mais je crois que là, la mobilisation dont je parlais tout à l'heure est tout à fait exemplaire. Et encore une fois, et Najat Vallaud-Belkacem l'a rappelé dans son intervention, l'intention du gouvernement de mettre la question du changement climatique, de l'environnement, de la transition écologique au cœur de tous les programmes et qui donc fera partie de la révision des programmes qui se déroulera à partir de 2015. Jeunesse, on en a beaucoup parlé dans ce débat, parce que les jeunes ne sont pas assez encore investis ou présents dans toutes les instances représentatives, parce que ce sont eux qui pensent évidemment l'avenir, la manière de les intégrer le plus possible, notamment à travers la conférence de la jeunesse qui aura lieu en France autour du climat. Mobiliser les médias, notamment l'audiovisuel public, et nous sommes très heureux de voir que le France Télévisions de soi-même a proposé que le climat soit au centre de beaucoup de programmation de l'année prochaine. Vulgarisation scientifique aussi, notamment à travers la très grande conférence scientifique internationale qui aura lieu en juillet 2015, à travers la conférence sur l'agriculture climato-intelligente à Montpellier en mars 2015. Donc une visibilité de la recherche française et de la recherche internationale dans tous ces domaines. Et enfin, un site pour nous rassembler. L'un des participants a proposé l'inscription sur la Tour Eiffel tous les jours de toutes les promesses d'engagement pour l'action sur le climat. Alors il faut, on cherche encore le slogan, mais on va le trouver. Et qu'en tout cas, c'est une très bonne idée que toutes les initiatives, et pas seulement françaises bien sûr, trouvent une inscription symbolique. Donc beaucoup de mobilisation
une labellisation de tous les projets pour qu'on se rassemble et qu'on se sente ensemble dans ce que le président de la République a appelé une cause d'union nationale. Je dois vous dire pour conclure que l'équipe française qui prépare cette conférence des partis se sent incroyablement soutenue. Je le dis très affectivement, très sincèrement. Votre mobilisation déjà, depuis plus d'une année, le fait que le gouvernement, le réseau diplomatique, mais aussi les associations professionnelles, que des entreprises au syndicalisme agricole, au syndicalisme des salariés, aux organisations non gouvernementales, aux organisations de jeunesse, tout le monde pense que c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble et qu'on peut gagner. Je dois vous dire que dans un combat qui s'annonce difficile, rien n'est facile pour conclure un accord à Paris en 2015, mais l'équipe française se sent partie prenante d'une grande famille dont vous êtes les représentants ici. Je vous remercie. Chers amis, quelques idées fortes pour synthétiser cette deuxième table ronde transport et mobilité durable, qui est évidemment très riche et donc tout le monde sera frustré de la synthèse. Est-ce que la table ronde a servi à quelque chose? La réponse est heureusement oui. Elle a servi d'abord, me semble-t-il, à dégager des priorités et c'est là-dessus que je vais insister. Elle a servi à bien travailler, à supprimer ces fameux crochets qui nous embêtaient et donc à passer de l'italique à autre chose. Pratiquement toutes les mesures qui prêtaient à discussion ont pu être précisées, ont pu avoir une signification plus précise. Et puis elle a aussi, de même que dans la première table ronde, me semble-t-il, servi à mettre en évidence la grande responsabilité de l'ensemble des acteurs. Beaucoup se sont dit prêts déjà à participer à la mise en œuvre des mesures dont on a parlé. Alors les priorités, elles sont au nombre de 6. 2 concernent ce qu'on pourrait appeler au sens large la politique industrielle et l'innovation technologique. D'abord, une grande ambition autour des véhicules propres et sobres. Je dis bien véhicules. Véhicules, c'est les voitures, mais c'est aussi tous les autres modes de transport. Et il y a là un vrai défi industriel tout à fait important et intéressant. Deuxième priorité, par rapport à ces questions d'innovation technologique, c'est une priorité chapeau d'une certaine manière, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'intelligence numérique ou les transports intelligents. C'est extrêmement intéressant parce que ça permet de réorganiser très fortement l'ensemble de nos systèmes de transport et de déplacement qui sont forcément très inscrits dans la durée, dans des infrastructures souvent lourdes. Et le numérique permet de reprendre ces questions de système, ça permet d'optimiser l'existant. C'est évidemment un objectif extrêmement intéressant en ces périodes. Nos infrastructures sont rarement utilisées à plein, nos véhicules sont rarement remplis de tous les passagers qui pourraient l'être. L'optimisation de l'existant, c'est un vrai objectif que l'on peut assez facilement concrétiser grâce au numérique. Ce numérique, cette intelligence des systèmes informatiques peut aussi permettre de reconfigurer nos systèmes logistiques. La logistique, c'est de l'organisation et on voit aujourd'hui toutes les innovations qui se développent en la matière. Le numérique permet de faire évoluer les comportements de déplacement. Et aujourd'hui, ça arrive beaucoup par la base, par le terrain, par des innovations locales qui se développent dans leur niche, qui se développent dans la demande et l'offre du marché, mais qui peuvent très fortement, peut-être parfois plus que des investissements très lourds, opérer des changements de comportement importants. Et puis, on en a beaucoup parlé, l'intermodalité, la plurimodalité, les chaînes de déplacement, et là encore, le numérique, à travers les systèmes d'information, par exemple, mais plus largement, est aussi un moteur formidable pour concrétiser ces grands slogans, ces grands objectifs des politiques de mobilité. Donc, j'insiste beaucoup sur cet aspect d'intelligence numérique et je vous invite à Bordeaux à l'automne prochain pour le grand colloque mondial sur le sujet. 2 autres priorités qui ont à voir, je vais dire, avec
la question des processus de décision. Les processus de décision concernant les infrastructures et les systèmes de mobilité, plus globalement les politiques publiques de mobilité. Là-dessus, il y a évidemment la question du financement, avec des réflexions engagées, réengagées. Le comité sur la fiscalité écologique pourra se mobiliser sur cette question. Et en ce qui concerne l'AFIT, donc l'Agence pour le financement des infrastructures de transport, et la question de sa pérennité de ressources, il a été fortement demandé que se concrétise véritablement l'idée que 2/3 des financements des contrats de plan État-région soient mobilisés pour les transports alternatifs à la voiture. Et en particulier, j'insiste là-dessus, pour le financement des pôles d'échange. Les pôles d'échange sont un bon moyen de débattre, de négocier, d'articuler les systèmes de déplacement et aussi de s'intéresser à la question du rapport entre les réseaux et les territoires. Sur cette question des processus de décision toujours, une priorité majeure autour de l'aggiornamento des méthodes d'évaluation et de débat. Le président de la République en a lui-même parlé. On voit bien là qu'on arrive à un épuisement de nos manières de faire en la matière. Il y a à retrouver une articulation entre le calcul socio-économique et l'évaluation environnementale, à mieux intégrer les questions de continuité écologique et de biodiversité dans ces approches. Et je dirais de manière un peu plus théorique, excusez-moi, mais à retrouver les bons rythmes et les bonnes temporalités entre les temps de l'expertise, les temps du débat et les temps de la décision. Ça me semble être quelque chose de tout à fait fondamental pour que l'ensemble des parties prenantes puissent se mobiliser de façon sereine sur ces questions. 5e priorité, vous allez me dire encore une fois, le fret ferroviaire. Je ne voudrais pas être trop rigide dans mes formules, mais on a presque envie de dire que plus on en parle, plus sa part modale chute. Il y a un peu de ça, et donc on voit bien qu'il faut créer une vraie rupture sur cette question. Les acteurs sont manifestement prêts à se mobiliser, mais ils sont prêts à se mobiliser dès lors que les ambitions seront ciblées et mesurées. Je crois que c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de place pour le transport ferroviaire, mais une place parmi d'autres, et c'est ça qui est important de regarder. Il y a une vraie attente sur la conférence sur le fret ferroviaire qui va se tenir, je crois, très, très prochainement. La table ronde a énoncé plein de pistes intéressantes. Je vous donne quelques exemples. La question du réseau capillaire, la question de l'aide au transport combiné, la desserte des hinterlands portuaires, puisqu'il faut parler chaîne de déplacement, la question de les grandes liaisons ferroviaires et maritimes de fret, avec l'aide de l'Europe, bien sûr, et dans le respect des écosystèmes, la question des espaces logistiques en ville. Là, c'est un peu la dernière roue du carrosse, la logistique en ville. Si on veut en faire, il faut lui réserver des espaces. Dernière priorité, je vais vite, mais je crois que c'est important d'être sur cette hiérarchisation des ambitions et des débats. Ce qu'on pourrait appeler un nouveau modèle de mobilité pour les territoires, de nouvelles manières de desservir les territoires par la mobilité durable. Je crois que l'idée principale, c'est de passer à une vision très diversifiée des alternatives à l'automobile. Et je vais peut-être vous apprendre un mot. Dans notre petit monde, on parle de l'autosolisme, de l'auto-solo. L'automobile a 1000 vertus. Elle a un vrai inconvénient, c'est que grosso modo, elle transporte une virgule de personnes alors qu'on l'a conçue pour en transporter 4 ou 6. Et donc, il y a manifestement là des choses très intéressantes à faire là-dessus. Et de façon beaucoup plus générale, de diversifier les alternatives donc à l'automobile individuelle, les diversifier selon les territoires, bien sûr, selon les projets urbains et territoriaux.
Selon les territoires, on a évoqué à plusieurs reprises le rural. Et sur le rural, on voit bien par exemple qu'il y a inventé des modes de transport alternatifs à l'automobile qui peuvent être de l'ordre du covoiturage dès lors qu'il peut être aidé, encouragé, en particulier par les collectivités. Ce nouveau modèle très multimodal, qui implique une forte diversité de modes de transport, je ne les citerai pas tous, ça implique aussi une diversification des acteurs qui vont négocier et se mobiliser sur ces questions de mobilité. Je pense en particulier, on en a beaucoup discuté, au dialogue à développer, et il est déjà là, mais à développer, à intensifier entre les salariés et les responsables d'entreprise, et les responsables d'administration d'ailleurs, autour de cette question de la mobilité, autour de plans de mobilité d'entreprise, dans lesquels les collectivités auraient également leur rôle à jouer. Ce nouveau modèle de mobilité, il implique aussi de la cohérence, parce que c'est plus fragmenté d'une certaine manière, et la cohérence, elle peut être donnée par les plans de mobilité rurale, par des plans de déplacement allégés pour les villes petites et moyennes, et bien sûr, puisque les régions montent en compétence sur ces questions, par les schémas régionaux de l'intermodalité. Il y a aussi sans doute à être inventif méthodologiquement en matière de planification sur l'articulation entre transport et urbanisme. Et puis pour conclure, en pensant à la prochaine conférence, beaucoup de participants se sont dit intéressés à ce que la thématique de la ville durable puisse figurer dans la prochaine conférence environnementale. Je vous remercie. J'en viens maintenant donc à la troisième table ronde sur le thème environnement et santé, dont l'enjeu peut se résumer par la formule de l'OMS, environnement d'aujourd'hui, santé de demain. Alors c'est un sujet passionnant mais difficile qui nécessite la mobilisation de très très nombreux acteurs. Et je dois vraiment vous dire qu'on a passé 2 journées de débats passionnants, très intenses, et je trouve avec une qualité de débat et des avancées qui véritablement, et je crois parler au nom de l'ensemble des parties prenantes qui sont intervenues, qui a été tout à fait remarquable et qui montre les progrès dans la qualité du dialogue qui est réalisé. Alors je vais être rapide parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire. Nous avons vraiment centré sur 3 principaux sujets. Premièrement, sur la qualité de l'air, qui est la première préoccupation environnementale des Français depuis 3 années consécutives. Deuxièmement, sur le lien entre santé et biodiversité, un thème assez novateur dans ce cadre-là. Et puis troisièmement, sur tous les risques liés aux substances préoccupantes, pesticides, nanomatériaux, perturbateurs endocriniens, résidus de médicaments. Alors d'abord, quelques orientations générales sur lesquelles il y a eu un large consensus. Premier sujet, la santé environnementale doit s'inscrire dans une approche transversale de la santé, décloisonnée, ça a été dit à plusieurs reprises, et qu'ailleurs symbolisé par le concept, là aussi je vous apprends peut-être un mot, d'exposome, qui prend en compte en fait l'ensemble des expositions auxquelles l'homme est soumis dans sa vie de tous les jours, que ça soit en tant que consommateur par l'alimentation, que ça soit en tant que travailleur dans le cadre de son milieu professionnel, ou que ça soit en tant que citoyen dans son environnement général. Et la ministre de la Santé s'est déclarée ouverte à intégrer ce concept dans la future loi de santé, qui sera discutée prochainement au Parlement, et qui intégrera un volet santé-environnement. Autre point de consensus, une ambition très largement partagée d'impulser une forte dynamique de transition dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, à inscrire résolument dans la durée vers des modes de production moins consommateurs de pesticides et une alimentation issue davantage des approches agronomiques durables et de proximité. La table ronde s'est également largement retrouvée dans la nécessité d'aller plus loin dans le partage et la mise à disposition publique de toutes les données de veille sanitaire et environnementale, dans la ligne des annonces faites hier par le président de la République et de l'engagement du gouvernement dans l'open data. A été également soulignée la nécessité de renforcer la veille environnementale avec une organisation plus coordonnée. La nécessité d'importants efforts en matière de formation et d'éducation pour la santé environnementale
a été également fortement soulignée. De même concernant la recherche, alors qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour des sujets qui sont traités, la table ronde a souligné l'importance du travail qui a été réalisé dans un cadre inter-alliance et qui a conduit à l'initiative française en environnement santé. Enfin, la mobilisation des régions, l'ancrage dans les territoires ont été unanimement considérés comme un facteur clé de réussite de toute politique en matière de santé-environnement. Les représentants de l'Association des régions de France ont mis en avant des exemples riches d'actions de conseils régionaux, par exemple sur la formation des professionnels de la petite enfance. Et les plans régionaux santé-environnement doivent être l'occasion d'enclencher de nouvelles dynamiques dans les territoires. Voilà, au-delà de ces orientations générales, nous avons vraiment discuté et nous sommes arrêtés sur toute une série de mesures concrètes et opérationnelles. Bien évidemment, je ne vais pas toutes les lister, je vais en citer 4 ou 5 à titre d'exemple. D'abord, dans le domaine de la qualité de l'air, le gouvernement a pu confirmer son engagement à mettre en place une prime à la conversion des vieux véhicules diesel en véhicules propres. La table ronde a unanimement proposé d'étendre le dispositif à l'acquisition de véhicules d'occasion, mais répondant à des exigences permettant de les qualifier de propres, et par ailleurs au remplacement des chauffages au bois les moins performants. S'agissant de la thématique santé et biodiversité, des actions très concrètes ont été retenues, telles que le développement des jardins thérapeutiques et l'apport de la biodiversité pour la lutte intégrée contre les maladies vectorielles, qui est un enjeu très important pour le futur en matière de santé publique. S'agissant des perturbateurs endocriniens et des nanomatériaux, la table ronde a souligné l'importance d'être vraiment force de proposition au niveau européen, en s'appuyant sur les avancées importantes qui ont été réalisées au niveau national. Et la ministre Ségolène Royal s'est engagée à demander, à l'occasion du prochain Conseil européen de l'environnement, le 17 décembre, la mise en place d'une stratégie d'étiquetage des produits de consommation courante contenant des nanomatériaux et de restriction des produits dangereux au contact de la peau. Concernant l'application de la réglementation européenne sur les substances actives phytosanitaires, les parties prenantes se sont accordées sur la nécessité d'une action très volontariste des autorités françaises auprès des autorités européennes pour la réévaluation anticipée des substances les plus problématiques pour la santé et pour l'environnement. Concernant plus spécifiquement ce qu'on appelle les néonicotinoïdes, substances actives bien connues qui posent un certain nombre de questions, notamment vis-à-vis de la santé des abeilles, la France devra être très vigilante au respect du calendrier européen de réévaluation des substances actives, en veillant à ce que les critères pris en compte pour cette réévaluation soient d'un niveau d'exigence élevé au regard des enjeux. Il y a par ailleurs un très large consensus pour favoriser les méthodes alternatives et produits de substitution, via notamment le développement du biocontrôle. S'agissant des pesticides et de l'alimentation, pour prendre un dernier exemple, le développement de l'approvisionnement des restaurants collectifs en produits de proximité et de qualité, et notamment bio, a entraîné de nombreuses discussions relatives au développement de l'agriculture biologique et de l'agrotechnologie. Pour développer l'offre, le ministre de l'Agriculture a annoncé le prolongement de 3 ans du crédit d'impôt pour les agriculteurs faisant le choix de passer à l'agriculture biologique. Cela passe également par l'innovation, en développant la recherche pour des semences davantage tolérantes à la maladie. Et puis le ministre a par ailleurs annoncé la sortie très prochaine d'un guide pour aider les collectivités territoriales à fixer des critères pour acheter bio et local. Ce guide, d'ailleurs, va être envoyé, je crois, à plus de 35 000 exemplaires, un peu à l'ensemble des collectivités territoriales. Voilà, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, très rapidement, puisque ce sujet santé-environnement, environnement-santé est un sujet extrêmement vaste qui nous a permis de discuter de très nombreuses mesures. Je voudrais, en conclusion, souligner les progrès vraiment considérables qui ont été réalisés depuis 2 ans dans la qualité des débats et vous assurer de l'engagement de l'ensemble des parties prenantes dans la dynamique que le Président de la République nous a tracée hier, avec de grands défis à relever
je dirais notamment pour la santé des générations futures. Je vous remercie. Voilà, et puis maintenant, j'ai l'honneur et le plaisir, Monsieur le Premier ministre, de vous inviter à venir conclure cette conférence environnementale. Merci. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des ONG et des associations, Mesdames, Messieurs, il me revient de clore cette conférence environnementale. Difficile toutefois pour un tel enjeu de parler de conclusion, car tout est devant vous. Et puis, je viens de prendre connaissance des synthèses des 3 tables rondes, et je veux remercier Laurence Tubiana, Jean-Marc Hoffner et Marc Mortureau, qui ont fait ce travail qui n'est jamais facile, mais qui démontre ainsi qu'effectivement, même si je vais reprendre quelques-unes des propositions, qu'il y a beaucoup de travail devant nous. La question environnementale, c'est sans doute la question structurante pour toute l'humanité. C'est une vision du monde qui nous oblige à réinventer, vous le savez mieux que quiconque, nos comportements et même notre philosophie d'action. La vision durable, c'est par ailleurs la meilleure réponse à cette dérive de notre époque, de notre modernité, que constitue la dictature de l'immédiat et du court terme. Voir loin, envisager non pas seulement demain, mais après-demain, mieux penser nos politiques publiques sur le long terme, regarder le monde tel qu'il est, mais comment nous pouvons agir concrètement, c'est aussi un remède à la crise de confiance que nous connaissons et à cette peur de l'avenir qui plombe trop souvent nos sociétés. Ce moment de clôture marque autant la fin d'une étape que le début d'une suivante. De nombreux ministres ont été présents à vos côtés pendant ces 2 jours. Je les salue, je les remercie. C'est la preuve que le gouvernement agit et, en premier lieu, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Et je veux remercier bien sûr Ségolène Royal pour l'organisation et la réussite de ce rendez-vous. Et vous pouvez être certain qu'elle sera extrêmement vigilante auprès du gouvernement pour que cela se traduise dans les meilleurs délais. Je veux aussi remercier l'ensemble des intervenants, vous toutes et vous tous, pour la qualité et la richesse des contributions. Et je crois que ce n'est pas uniquement un mot convenu, cela correspond à la réalité, je l'ai entendu. Cette conférence est devenue un temps fort du débat environnemental de notre pays. Ce débat, il ne s'exerce pas que pendant 2 jours. Il a lieu tout au long de l'année, d'abord dans la société, mais aussi au sein du Conseil national de la transition écologique. Je sais que certains d'entre vous ont jugé que lors des 2 précédentes conférences, le gouvernement ne s'était pas laissé assez de temps pour s'approprier le fruit de vos travaux. Nous en avons tenu compte en nous laissant quelques semaines. Je réunirai donc au mois de janvier l'ensemble du gouvernement pour un comité interministériel pour le développement durable. Il adoptera la feuille de route pour 2015 que nous présenterons ensuite lors d'un Conseil national de la transition écologique qui sera évidemment exceptionnel. Vous le voyez, sur ce sujet comme sur les autres, nous avançons et nous mettons la France en mouvement. Il y a une urgence écologique et il y a une urgence planétaire. Voilà des dizaines d'années que l'on clame, que l'on crie l'urgence. Nous avons donc, je crois, dépassé le stade de l'urgence et sommes plus que jamais au carrefour de nos responsabilités, c'est-à-dire des décisions que nous devons prendre. Le président de la République, je l'ai écouté comme vous, l'a redit avec beaucoup de force hier. Les scientifiques du GIEC l'ont démontré il y a encore quelques jours, s'il fallait convaincre. Le réchauffement du système climatique est incontestable et il est sans précédent. Depuis les années 50, l'atmosphère et l'océan se sont réchauffés. Les glaciers reculent, la banquise fond et le niveau de la mer monte. J'étais il y a encore quelques heures
au Danemark. Et ce sont évidemment des questions qui sont posées. Il y a actuellement, vous ne le savez peut-être pas, je l'ai appris, des élections au Groenland. Et ces sujets-là sont évidemment au cœur des débats de la société et plus particulièrement des pays du nord de l'Europe. Le rythme de ces changements s'est brutalement accéléré, mettant l'humanité au pied du mur. Et détourner le regard serait une faute. Demeurer inactif, une folie. Et en tout cas, un coup fatal porté aux générations futures. Et le chef de l'État le rappelait, au fond, l'action des décideurs, c'est de penser à l'avenir, aux générations futures, à la jeunesse. Si rien ne change, le scénario le plus probable est un scénario noir. Les aléas climatiques se multiplieront avec des vagues de chaleur et des précipitations extrêmes, plus fréquemment, plus lourdement encore que ce que nous connaissons aujourd'hui. Les populations, d'abord les plus exposées, les plus pauvres, seront durement touchées. L'injustice environnementale s'ajoutera ainsi à l'injustice économique, à l'injustice sociale. La biodiversité se réduira comme elle a déjà commencé à le faire. Et dans ce scénario, les conséquences seront lourdes pour l'agriculture, pour la forêt, pour la pêche, bref, pour l'homme, pour le vivant. Cette urgence écologique engendre légitimement une attente démocratique, avec la mobilisation d'une opinion publique mondiale. C'est sans précédent. À travers les médias, les nouveaux médias, à travers vos associations riches de bénévoles et d'expertise de grande qualité. Certains d'entre vous, ici dans cette salle ou au-delà de ces murs, militent depuis des années, depuis des décennies. Parler d'environnement, il y a 30 ou 40 ans, c'était souvent ne pas être entendu dans la sphère politique, dans la société. Et pour les moins jeunes d'entre nous, nous avons tous évidemment en tête le choc que représenta la campagne de René Dumont il y a maintenant près de 40 ans. Si les perceptions ont changé, nous les devons à des consciences éclairées. Nous en avons entendu une hier, Hubert Reeves, ouvrant cette conférence. À des précurseurs, donc, à des militants anonymes qui ont eu raison avant tout le monde. Certains sont dans vos rangs. Oui, il a fallu du temps. Un temps qui a joué contre nous, mais que nous pouvons rattraper, en tout cas que nous devons rattraper. Sur ces questions environnementales, les attentes de nos concitoyens sont multiples, parfois même, disons-le franchement, contradictoires. Mais tous aspirent à un futur qui soit autre chose qu'une menace. Tous aspirent aussi à être pleinement acteurs. Tous veulent croire que l'homme a les moyens de se réconcilier pleinement avec son milieu naturel, qu'il peut reprendre la main tant qu'il en a encore la possibilité. Il y a, nous l'avons tous souligné, une solidarité de destin planétaire. Tous les efforts que nous fournirons en Europe seront vains si la situation continue de se dégrader aussi lourdement dans les pays du Sud. Alors, l'attente démocratique, et je ne doute pas qu'elle s'exprimera à Lima dans quelques jours, c'est aussi une exigence de solidarité à l'échelle des continents. Cette attente, ce cri même, nous l'entendons. Et je suis ici pour vous dire que tout mon engagement, tout notre engagement, celui du gouvernement de la France, est là pour que le pays, dans son ensemble, y réponde. Abordons quelques sujets. Comme le président de la République l'a rappelé, l'écologie ne doit pas être un frein à l'économie. Et je veux vous dire le fond de ma pensée, et l'avantage de ce type de débat, c'est qu'il faut aller au fond des questions. L'enjeu principal, plus encore que de réconcilier ou de concilier écologie et économie, c'est de faire que la question environnementale soit un chemin, un atout pour notre réussite économique. Moi, je crois à une écologie fondée sur l'innovation. On vient d'évoquer il y a un instant, dans l'un des comptes rendus, le rôle du numérique. Je crois à une écologie qui n'a pas peur du développement, qui ne regarde pas la science, le progrès technologique, l'industrie avec méfiance, ou pire encore, comme des ennemis. Je crois à une écologie qui crée des nouvelles filières, en particulier dans l'agriculture. Et le chemin que nous traçons, c'est celui qui favorise notre croissance,
tout en protégeant notre environnement. Oui, nous devons veiller à l'équilibre entre l'économie et l'écologie. En même temps que nous progressons dans la transition énergétique, nous devons veiller à la compétitivité de nos industries. Certaines ont des besoins importants en énergie. Certaines ont des niveaux d'émissions encore élevés. Il n'est pas question de les voir partir à l'étranger, sous prétexte qu'il vaudrait mieux qu'elles produisent ailleurs que sur notre sol. Nous devons leur permettre de se reconfigurer, rendre possible leur propre transition, c'est-à-dire leur modernisation. Et puis, cela vient d'être aussi souligné, nous devons aider les petites entreprises financièrement, par le Conseil, en les aidant. Nous devons les soutenir pour qu'elles puissent, elles également, affronter ces défis. Tout comme je crois à une industrie capable de s'adapter. Je crois également à une agriculture moderne, innovante et écologique. La loi d'avenir, cela a été rappelé depuis hier, portée par Stéphane Le Foll, va permettre de développer l'agroécologie. Le pacte de responsabilité et de solidarité, la réforme de la politique agricole commune sont autant d'opportunités qui doivent être saisies pour orienter notre agriculture vers le développement durable. L'agriculture et la forêt sont au cœur de la transition énergétique. Et nous devons aller plus loin dans la valorisation des déchets de l'agriculture, plus loin dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et plus loin vers le stockage du carbone dans les terres agricoles. Nous devons aussi faire grandir la filière bois. C'était rappelé hier matin à l'Élysée. Le bois est un atout de notre pays, pas assez employé, et Alain Vidalis, élu des Landes, le sait parfaitement. Nous avons la plus grande forêt d'Europe et nous n'avons pas su suffisamment l'exploiter. Le fonds chaleur de l'ADEME sera mobilisé au service de la filière. Le dynamisme de notre pays, ce sont ses entreprises, son agriculture, ses forêts. Ce sont également ces grands projets d'infrastructure qu'il ne faut pas opposer à la protection de l'environnement, à condition qu'ils soient acceptés et surtout qu'ils soient acceptables. Le chef de l'État a demandé hier au gouvernement que dans le cadre des projets d'infrastructure, on puisse améliorer la participation citoyenne en matière écologique. Et le gouvernement se mobilise donc sans attendre. Nous avançons déjà pour simplifier nos procédures et nos réglementations compliquées, parfois peu lisibles et parfois incertaines. Il nous faut aussi les rendre plus rapides d'exécution, des procédures plus simples, plus rapides, qui s'appliquent dans l'apaisement et le dialogue. C'est la condition pour asseoir, la ministre le rappelle souvent, la légitimité même des projets. Un travail a été engagé par le préfet Jean-Pierre Dufport. Des éléments pourront être intégrés dans un prochain texte de loi. Le Parlement peut être associé à ces réflexions. Et puis, bien sûr, tous ceux qui, ici, réfléchissent depuis longtemps sur ces questions de démocratie participative. Il faut tirer, François Hollande le soulignait aussi hier, une leçon du drame de Sivens. La grande démocratie qu'est la France doit pouvoir aborder les projets, ce type de projet, sans que cela ne produise des violences ou des drames. J'appelle donc, et de manière plus générale, au dialogue responsable, et nous en serons les garants, car il est vital pour avancer sur plusieurs grandes priorités. Je voudrais insister sur notre stratégie énergétique, c'est la première de ces priorités. Le président de la République a fixé l'objectif diversifier notre bouquet électrique et diminuer nos consommations. Pour cela, nous devons développer massivement les énergies renouvelables et réduire la part des énergies fossiles. C'est le contenu même de la loi portée par Ségolène Royal. Là aussi, nous avons sur ces questions-là des débats. Il ne faut jamais éviter les débats, il ne faut jamais se nourrir de l'ambiguïté. Et comme ma marque, c'est plutôt la franchise, disons-le clairement. La France a un atout, avoir un parc électronucléaire performant. Oui, c'est un atout. Au-delà de toutes les questions qui se posent et qui vont être posées dans la décennie qui s'ouvre, pour rendre la transition énergétique économiquement soutenable. Nous pouvons continuer à bénéficier
pendant le temps nécessaire d'une électricité décarbonée et compétitive. Cette vérité, il faut la dire aux Français. Et nos compatriotes doivent savoir également qu'il ne s'agit pas d'opposer les énergies renouvelables et le nucléaire. Nous voulons au contraire les concilier grâce au réseau intelligent. Et l'objectif qui a été fixé à l'horizon 2025 de réduire la part du nucléaire dans la production électrique à 50% en est, me semble-t-il, la meilleure illustration. J'entends parfois, à contrario, que les énergies renouvelables coûtent cher, que d'autres pays font ou vont faire machine arrière. Enfin, quand vous décollez de Copenhague, vous n'avez pas tout à fait ce sentiment que ce pays ait fait machine arrière. Et ce n'est pas, de toute façon, le choix de la France. Notre stratégie est claire, continuer de développer nos filières industrielles pour préparer le bouquet énergétique de demain. Et dans le même temps, car les deux sont liés, nous devons accompagner les ménages, les entreprises, je l'ai dit, et les collectivités pour qu'elles réduisent leur consommation. D'abord, grâce à la rénovation énergétique des logements. Nous l'encourageons avec le crédit d'impôt sur les travaux de rénovation. J'entends les inquiétudes, par exemple, du secteur du bâtiment et des travaux publics, mais qu'ils se saisissent pleinement de ce type d'opportunités. C'est aussi un moyen de relancer la construction et de soutenir la croissance économique. Ensuite, en proposant des prêts avantageux à ces mêmes entreprises et aux collectivités pour qu'elles réalisent les investissements nécessaires qui permettront à terme des économies. Là aussi, il s'agit d'investir pour l'avenir. En 2015, le gouvernement devra élaborer 2 documents majeurs. La stratégie bas carbone et la première programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est la première étape en direction des grands objectifs de la loi de transition. C'est la route vers 40% d'émissions en moins en 2030. C'est le chemin vers leur division par 4 en 2050. Nous avons fixé les grands objectifs 2025-2030 pour équilibrer le bouquet énergétique. Or, le système électrique évolue dans le temps long. Il faut donc anticiper grâce à des programmations pluriannuelles de l'énergie. Il s'agit de donner à chaque filière, éolien, photovoltaïque, méthanisation, des objectifs clairs et stables. C'est le seul moyen de développer des filières industrielles. Il s'agit aussi de développer les réseaux en électricité, en gaz, en chaleur. Il faudra également tenir compte des incertitudes qui sont naturelles sur le temps long. Et nous souhaitons que les choix soient guidés par un souci permanent d'efficacité économique, industrielle et de sécurité d'approvisionnement. J'aurai besoin de vous, nous aurons besoin de vous, de votre expertise pour cette planification. Nous devrons prendre en compte les modes de vie des habitants, prendre en compte également la spécificité des territoires, la diversité des ressources, les activités et les paysages français est une chance pour le bouquet énergétique, à nous tous d'être inventifs, notamment sur la ville de demain. Je suis frappé, je crois que le président de la République aussi faisait allusion hier dans son intervention, sur l'inventivité qui existe évidemment dans les pays émergents, mais également dans d'autres pays plus proches de nous, l'inventivité sur la ville de demain. J'ai été pendant 11 ans, j'y suis toujours profondément attaché, le maire d'une ville nouvelle qui a inventé beaucoup de choses sur l'accès handicapé, sur les pistes cyclables, sur les cheminements piétons, mais qui évidemment ne s'est pas construit avec un modèle énergétique tout à fait performant. Moi, je crois que nous avons suffisamment d'espace dans notre pays pour imaginer la ville de demain, la construction de nouvelles villes qui soient aussi capables de prendre pleinement en compte ce qu'est aujourd'hui, comme on le fait dans d'autres pays, ce défi énergétique. La question des gaz à effet de serre, c'est aussi bien évidemment celle des transports. Ils représentent en France plus du quart des émissions. Ils sont également une source importante de pollution de l'air. Transport, qualité de l'air, santé bien évidemment, c'est la deuxième grande priorité. Une étude récente compare la pollution des villes à celle due aux fumeurs en milieu fermé, je le dis pour les ministres au premier rang qui sont des grands fumeurs. Quelle que soit la
pertinence, je ne parle pas de Ségolène Royal, ce n'est pas un scoop, quelle que soit la pertinence de comparaison, elle ne peut que frapper les esprits. En France, le moteur diesel a longtemps été privilégié. Il l'est encore. On peut me demander si je souhaite, comme Premier ministre, un changement de ma voiture de fonction. Et au moment où on me fait cette présentation, je découvre que la voiture est entièrement diesel, ce qui ne correspond pas tout à fait, Madame la ministre, chère Ségolène, à l'exemplarité que nous souhaitons et dont les ministres, mais pas uniquement au nom d'un symbole qu'on oublierait vite passé le temps des caméras, l'exemplarité qui doit s'imposer au niveau des administrations. Et ce moteur diesel longtemps privilégié, cela a été une erreur. Il faut progressivement revenir dessus avec intelligence et pragmatisme. Je connais parfaitement le débat. À chaque fois qu'on taxe le diesel, on nous rappelle bien évidemment que ce sont, et ce n'est pas faux, les plus modestes de notre société qui risquent d'en être les premières victimes. Donc, intelligence et pragmatisme. Notre fiscalité doit continuer à être orientée pour entraîner les choix écologiques de nos concitoyens. La réduction de l'écart de taxation entre l'essence et le gazole, prévue par le projet de loi de finances pour 2015, y contribuera. Il faut avancer collectivement. Et d'abord au niveau local. Le projet de loi sur la transition énergétique définit un cadre qui permettra aux collectivités d'avancer. Et je veux saluer à ce titre le travail engagé par la Ville de Paris pour lutter contre la pollution. Pour accompagner ces démarches, le gouvernement mettra en place en 2015 un système d'identification des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes. Ce système aidera les collectivités à développer des politiques favorisant les véhicules les plus propres. Et je veux saluer également l'accord trouvé entre la Chambre de commerce et d'industrie et la région Île-de-France visant à mettre en place un tarif unique sur le réseau de transport pour les habitants de la Grande Couronne. C'était une attente, je l'ai défendue depuis des années, qui s'apparentait à une urgence. J'ai lu qu'il y avait des sujets qui n'avaient pas été évoqués au cours de ces 2 jours. Et je pense notamment à celui de l'écotaxe. Oui, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Je ne rappellerai pas les responsabilités ici ou là pour n'être désagréable avec personne. Le chef de l'État nous a invités au consensus, au rassemblement le plus large sur ces questions. Mais Alain Vidalis travaille à une fiscalité qui aura, je n'en doute pas, dans ce domaine-là, les vertus écologiques. Et puis, nous avons dit qu'à partir du moment où un certain nombre de régions, il faut étudier comment cela est possible, voulaient s'engager dans cette voie-là, l'Alsace, la Lorraine l'ont fait savoir, nous étions à leur disposition pour pouvoir avancer avec elles. Le gouvernement fera également un effort financier pour accompagner les particuliers. Une prime à la conversion des vieux diesels sera instaurée dans les zones soumises à un plan de protection de l'atmosphère. J'ai entendu votre demande pour l'élargissement de la prime. C'est une bonne idée et donc nous allons y travailler. Et le bonus pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables sera préservé jusqu'à la fin du quinquennat. Des bornes électriques seront d'ailleurs déployées sur le territoire. Je ne m'avance pas sur le chiffre, j'ai cru comprendre qu'il y avait débat, mais en tout cas, les choses avancent. Notre industrie automobile a toujours été innovante. Elle doit continuer à le prouver. Qu'il s'agisse du véhicule électrique, nous l'avons constaté d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, à l'occasion du salon de l'automobile, ou qu'il s'agisse des moteurs thermiques. Le plan des investissements d'avenir est mobilisé dans ce but. Cela a été rappelé par Emmanuel Macron. Les transports, c'est surtout une question d'usage, d'aménagement des villes, et en particulier d'infrastructures. Cela nécessite des changements de mentalité, des moyens considérables. Je ne vais pas revenir sur mon déplacement au Danemark, mais 50% des mobilités dans une ville comme Copenhague se font à travers le vélo. Cela veut dire des changements. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. La France a derrière elle une belle tradition dans le domaine des infrastructures. Cette politique a été essentielle à la réduction des inégalités territoriales et au développement économique. La France, c'est le pays du ferroviaire. Notre réseau, avec ses 30 000 kilomètres de voies, les TGV qui couvrent largement nos territoires,
est un atout précieux. Nous devons en prendre soin, et bien plus. Et le drame de Brétigny nous le rappelle lourdement. À ce titre, la réforme ferroviaire votée cet été a été un grand pas. La trajectoire financière de nos grands opérateurs n'est pas bonne. Et je veux le dire, déclencher la construction de 4 lignes à grande vitesse en même temps a été une erreur. L'enjeu majeur pour le développement durable de nos réseaux ferrés, c'est avant tout de mieux les entretenir. Il y a urgence, et je pense tout particulièrement aux réseaux régionaux, à ces transports du quotidien. En Île-de-France, mais pas seulement, de gros efforts sont engagés. Ils doivent être poursuivis pour que les transports en commun demeurent une alternative de qualité à la voiture individuelle. L'enjeu, c'est aussi de sauver le fret ferroviaire en perte de part de marché. J'ai entendu l'appel de Jean-Marc Hoffner. L'alerte, d'une certaine manière, est sonnée. C'est une priorité, en tout cas, il faut le rappeler, du groupe ferroviaire intégré qui verra le jour au 1er janvier. Le secrétaire d'État chargé des Transports, Alain Vidalis, organisera en 2015 une conférence avec tous les acteurs. Le rôle de l'État, c'est de créer les conditions pour que les opérateurs se réforment, se modernisent et améliorent leur efficacité économique. Et les moyens de l'État seront mobilisés. Nous devons aussi changer, je sais que c'est un sujet de débat, notre regard sur les transports collectifs sur route. Le transport par autocar est aujourd'hui une alternative crédible, moins chère que le train, et même souvent moins polluante. Nous proposerons au Parlement de rendre possible le développement du transport par autocar en lien avec les collectivités locales. Et nous allons également lancer le 3e appel à projets de transport en commun en site propre. Je sais à quel point cela est attendu. Nous avons veillé à ce que le niveau des investissements de l'État dans les transports soit maintenu à un très haut niveau et rejoigne donc l'effort des collectivités locales. Les collectivités territoriales sont donc en première ligne pour inventer cette ville de demain que j'évoquais, cette ville durable qui se bâtit. Ces écoquartiers qui fleurissent partout sur notre territoire sont la preuve que les élus locaux, pas tous, mais la grande majorité, prennent en compte l'ensemble des enjeux économiques, sociaux, environnementaux pour repenser l'urbanisme et le développement. Nous les accompagnons. L'État est au rendez-vous pour les transports, pour les grands projets structurants avec la nouvelle génération des contrats de plan État-région. Je serai d'ailleurs à Nantes dès lundi pour signer le premier contrat de plan, le contrat avec la région Pays de la Loire. Ces contrats de plan État-région, ce sont près de 7 milliards d'euros que l'État va consacrer aux projets de mobilité, dont les 2/3 pour les modes ferroviaires et fluviales. Et nous avons voulu cet effort important, cet effort majeur, car il est là aussi primordial. Enfin, la 3e grande priorité, c'est la biodiversité, car c'est un patrimoine et une richesse à valoriser. Il ne s'agit pas de prendre des mesures de protection figées, mais d'appréhender la biodiversité comme une dynamique qui interagit avec la vie humaine. Un projet de loi sera examiné à l'Assemblée nationale, le Président de la République l'a rappelé ce printemps. Ses buts, protéger nos paysages, lutter contre les pollutions, prévenir la diminution qui est une réalité indéniable des espèces vivantes. Ségolène Royal a d'ores et déjà lancé la préfiguration de l'Agence française de la biodiversité afin qu'elle puisse être opérationnelle au plus tôt dès le vote de la loi. Mesdames, Messieurs, les priorités, je l'espère, sont claires. Elles nous permettent d'avancer. Et avancer, c'est aussi se fixer des échéances claires. À partir de la semaine prochaine, je l'ai dit, les ministères se saisiront de vos projets de feuilles de route, que ce soit sur la mobilité durable, sur la santé et l'environnement, comme sur la mobilisation contre le dérèglement climatique. Et je veillerai à ce que l'ensemble de vos travaux soient exploités. Je veillerai également, en lien avec la ministre de l'écologie, à leur bonne marche tout au long de l'année. 2015, nous l'avons tous rappelé, sera une année particulière, une année qui compte. La France, en accueillant la conférence sur le climat, portera une grande responsabilité. Et parce que c'est la France, les regards seront tournés vers Paris. Cette grande responsabilité, faire prendre conscience au monde entier qu'il faut agir ensemble contre le dérèglement climatique.
appeler tous les pays à se fédérer pour lutter contre le réchauffement. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, assure la négociation avec l'ensemble des diplomaties de la planète. Car cet accord, il faudra le construire, il faudra l'obtenir patiemment. Nos amis danois m'ont rappelé qu'il fallait à la fois être ambitieux mais modeste si on ne veut pas courir à l'échec. Nous devons limiter nos émissions de carbone. Et pour cela, il faudra que le carbone ait un prix. Sur ce dossier également, je veux vous assurer de la détermination de la France à trouver les compromis possibles. Nous allons mettre fin au soutien public aux exportations de centrales à charbon. C'est nécessaire et vous connaissez l'engagement du Président de la République. Et c'est une position que la France, qui entend montrer l'exemple, affirmera au niveau international, au sein de l'OCDE, puis lors des négociations de la COP 21. Il faut également faire disparaître de notre planète les centrales à charbon sans stockage de carbone. Nous voulons, là encore, peser pour que les choses changent, bougent. À l'issue de cette table ronde sur la conférence climat, je me réjouis de constater que les pouvoirs publics ne seront pas les seuls à se mobiliser pour la conférence internationale. Et s'ils avaient la prétention d'être seuls, ils risqueraient très vite de déchanter. Et il est surtout encourageant de voir que la société, dans toutes ses composantes, rivalisera d'initiatives pour contribuer au succès de ce grand rendez-vous. Associations, collectivités, partenaires sociaux, entreprises, citoyens, et avec la ministre de l'Éducation, nous voulons aussi que ce soit un des fils du débat au sein de l'éducation nationale. Oui, c'est toute la société qui va se mobiliser. Et je veux ici aujourd'hui, sans surprise donc, faire cette annonce pour soutenir les initiatives de la société, pour mobiliser tous les acteurs publics. Nous avons décidé que la lutte contre le dérèglement climatique serait déclarée grande cause nationale de l'année 2015. La conférence internationale de décembre marquera un rendez-vous que nous devons anticiper dès à présent. De nombreuses initiatives auront lieu dans le pays à l'approche de l'événement. L'ensemble des ministères, des administrations seront mobilisés avec des démarches qui devront être précisées. Nous voulons mettre en place une méthode faite de pédagogie, d'apprentissage, de communication, car vous le savez tous, la protection de la planète dépend avant tout des actions de chacun. Nous voulons aussi donner l'exemple. La crédibilité du gouvernement, je le soulignais, repose d'abord sur sa propre exemplarité. Je souhaite donc que l'État fasse ses preuves, et pas uniquement pour le parc automobile. J'ai pour cela demandé à la ministre de l'Écologie d'élaborer un plan d'action baptisé « Administration exemplaire ». Il sera présenté en début d'année au gouvernement et mettra en place des avancées concrètes. C'est le cas de l'agroécologie dont je parlais il y a un instant et qui doit se diffuser dans nos restaurations scolaires. Vous l'avez abordé. C'est une question écologique, c'est une question nutritionnelle, c'est aussi une question économique, c'est aussi une question sociale, car les enfants de nos familles modestes doivent eux aussi pouvoir recevoir une nourriture d'une autre qualité. Il faut favoriser une restauration collective de proximité et de qualité. Les produits de l'agriculture biologique doivent y avoir toute leur place. Ces préconisations seront mises en œuvre dans les restaurants dont l'État a la charge. Et voilà un premier exemple de ce qu'est l'État exemplaire. Il faut aussi structurer, vous l'avez dit, l'offre et la demande au niveau local. Stéphane Le Foll, vous l'avez rappelé, proposera un guide pour la mise en place de plateformes d'approvisionnement collectif et la mise en réseau des acteurs qui existent déjà sur le terrain à l'échelle des territoires. Il sera disponible début 2015. Les directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt accompagneront en organisant début 2015 des réunions d'information, d'échange d'expériences au niveau local avec les élus, les opérateurs et la restauration collective et les filières agricoles. Mesdames et messieurs, je connais les propos que tiendront certains à l'issue de cette conférence environnementale. J'ai même lu hier un titre de presse qui disait que le président de la République n'avait pas convaincu. Mais le problème, c'est que le titre de presse sortait avant même le début de la conférence et le discours du président de la République. Il y aura ceux pour qui nous n'allons pas assez loin, ceux qui voudraient que tout soit immédiat. Mais moi, en tout cas à la place où je suis, je veux saluer le travail que vous avez accompli et que nous menons ensemble. Nous devons être fiers de ce que nous faisons
pour promouvoir la transition écologique. On peut toujours faire davantage et le débat sera là. Et ceux qui représentent, je le disais depuis des années, cette aspiration, nous le rappellerons en permanence. Et c'est après tout le but de cette conférence, c'est après tout ce mouvement que nous voulons voir intégrer pleinement notre société. Mais ensemble, nous forgeons ce qui est en train peut-être, et je le dis très modestement, de devenir un modèle français qui concilie la sobriété électrique, les énergies renouvelables, des villes praticables à taille humaine et une ingénierie d'excellence. C'est un modèle qui se construit sur le dialogue, l'analyse, l'innovation et le courage, bien entendu. Les chantiers que nous avons devant nous sont nombreux, ils sont difficiles, ils seront longs pour certains, mais je sais que notre pays a tous les atouts, tous les talents, toutes les ressources, toute l'audace pour réussir. Il y a une prise de conscience. Il faut dès lors passer à une mobilisation générale, une mobilisation la plus large possible. La France est un grand pays, une grande puissance sur le plan économique, scientifique, diplomatique, culturel. Sa voix compte dans le monde. Elle a une responsabilité. Alors, ayons de l'ambition. Comme la France des Lumières a su montrer un chemin, le modèle environnemental français doit inspirer le monde. C'est en quelque sorte un nouvel universalisme que nous devons proposer, que nous devons porter. Le chef de l'État, en souriant, terminait son propos en disant « Quand est-ce que vous avez été pris par la fibre écologique ?» Il disait que c'était depuis qu'il avait pris les responsabilités. Nous savons tous que cela vient évidemment de bien plus loin. Nous appartenons, et j'appartiens, à une génération qui vit avec ces défis. Bien sûr, les réponses peuvent être différentes. Bien sûr, il y a eu les éclaireurs que j'évoquais, mais personne dans ce domaine-là n'a le monopole de l'écologie, parce qu'au contraire, l'écologie, et c'est la force de ce rassemblement, c'est de pouvoir aujourd'hui diffuser partout dans la société. Vous pouvez donc compter sur notre implication, sur l'implication de la ministre, sur ma détermination, sur celle de l'ensemble de mon gouvernement. Et je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous, et je vous donne dès à présent rendez-vous en janvier pour une année 2015 décisive pour l'avenir de la planète.